Les matins de France Culture, Guillaume Erner. 4 jours après l'attentat contre un collège à Arras, qui a causé la mort du professeur de français Dominique Bernard, le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, annonçait lundi que 168 alertes à la bombe avaient visé des écoles depuis la rentrée, dont l'établissement touché par l'attaque terroriste de vendredi, évacué hier après un appel suspect. Vecteur de transmission des valeurs républicaines, le corps enseignant fait par ailleurs face à une explosion d'atteintes à la laïcité auquel il n'est pas toujours formé à répondre presque 20 ans après la loi de 2004 sur l'interdiction du port des signes religieux dans les établissements scolaires. Comment la laïcité s'éprouve-t-elle? Bonjour Alain Sexig. Bonjour. Vous êtes inspecteur d'académie honoraire, secrétaire général du Conseil des sages de la laïcité, une instance liée au ministère de l'Éducation nationale. On le voit, l'école est de moins en moins un sanctuaire, même si on est évidemment tous convaincus qu'elle devrait l'être. La réalité est tout autre en France, peut-être aussi en Belgique d'ailleurs. Oui, on vient de l'entendre, en Belgique aussi, des manifestations, des contestations violentes ont eu lieu récemment contre certains programmes d'éducation à la sexualité dans les écoles belges. Alors oui, vous avez raison, on aimerait, et je crois qu'il faut tout faire pour que l'école demeure ou redevienne un sanctuaire, un asile inviolable où les querelles des hommes ne pénètrent pas, disait Jean Zay, le ministre du Front populaire, en ministre de l'Éducation nationale en 1936, assassiné, comme on le sait, par la milice. Oui, mais la réalité, c'est que l'école fait l'objet d'attaques de plus en plus violentes, et on l'a vu notamment avec l'assassinat de nos deux collègues, Samuel Paty il y a 3 ans et Dominique Bernard aujourd'hui, sans oublier le professeur dont le nom m'échappe, Jonathan, à l'école aux Arts à Torah de Toulouse, sous les balles de Mohamed Merah. Mais justement, lorsque l'on voit ça, Alain Sexig, on se rend compte que l'école est évidemment poreuse à la société. On se rend compte aussi qu'il y a une sorte de répétition de ces scénarios d'horreur. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que cela signifie que l'école aujourd'hui est dans une situation où il faudrait mieux la protéger, mieux faire en sorte que celle-ci puisse remplir son rôle et que les professeurs ne courent pas de tels dangers? Oui, l'école fait déjà beaucoup pour transmettre les principes républicains, les valeurs de la République, comme on dit, pour transmettre des connaissances. Elle fait beaucoup, mais elle ne peut pas tout, et encore moins toute seule. Je crois que ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui, et qui vient de loin, on pourra peut-être y revenir, appelle un sursaut de la nation tout entière. C'est la République dans son ensemble, et c'est la nation dans son ensemble qui doivent être autour de l'école, la soutenir, la protéger. On a trop facilement le verbe dur pour l'école, envers l'école. Elle peut être l'objet, bien entendu, de critiques, mais on doit d'abord la choyer et se rendre compte, peut-être aujourd'hui, y a-t-il une prise de conscience accrue là-dessus, quel est notre bien le plus précieux. L'attaque de vendredi qui a donc coûté la vie à Dominique Bernard, est-ce qu'elle est la conséquence d'une série de mouvements que vous voyez poindre, d'atteinte à la laïcité? Est-ce qu'on a affaire finalement à une continuité ou s'agit-il d'événements qui sont des événements isolés, malheureux, mais aujourd'hui semble-t-il impossible à éviter, puisque on nous explique qu'on ne peut pas garder les écoles comme des commissariats, là, sexy. Alors c'est à la fois un événement hors norme, un événement tragique hors norme et heureusement pas quotidien, et en même temps on ne peut pas ne pas voir que ça s'inscrit dans une continuité, ne serait-ce que 3 ans après l'assassinat de Samuel Paty. C'est le tragique de répétition, disait un journaliste hier sur la chaîne de France Inter. Oui, mais c'est en même temps, ça vient de loin. J'ai le souvenir d'une école, quand j'ai commencé comme instituteur, où l'on ne parlait jamais de laïcité.
jamais. Ça n'était pas du tout notre propos. J'ai commencé, pour vous dire, en 1972-73, vous voyez. Bon, ça nous paraissait une affaire réglée, de longue date. Tout juste si une fois l'an, à l'appel de nos syndicats, pour protester contre les subsides par trop importants à nos yeux qui étaient dévolus à l'école privée, on évoquait la laïcité. Sinon, nous n'en parlions jamais. Alors qu'aujourd'hui, c'est le quotidien des professeurs en salle des maîtres, en salle Le des quotidien, professeurs. ça veut dire quoi? Le quotidien, ça veut dire que c'est une préoccupation aujourd'hui quotidienne, parce qu'il ne se passe pas de jours sans que dans tel ou tel établissement, et à travers tout le pays, c'est pas uniquement quelques académies qui seraient concernées. Bien sûr, on pense à certains départements, etc., qui seraient plus concernés que d'autres, et sans doute est-ce vrai, mais c'est dans tout le pays, dans toutes nos écoles, qu'on a affaire à des atteintes. Ça se traduit comment, Alain Sexic? Alors ça se traduit à la fois par des contestations de contenu d'enseignement. Lesquels? On se bouche les oreilles quand on a un cours. Certains élèves se bouchent les oreilles quand le professeur d'histoire-géographie fait un cours sur la Shoah, par exemple, ou ferme les yeux quand nuit et brouillard est projeté. Ça a été dit à plusieurs reprises. J'ai une question naïve à vous poser à ce sujet. Est-ce qu'on se bouche les oreilles parce que on considère que ce sont des bobards? Est-ce qu'on se bouche les oreilles parce que on ne veut pas savoir? Bref, pourquoi fait-on cela, d'après vous? Parce que on n'a pas envie d'entendre parler de génocide qui touche les Juifs dans certaines classes. Certains élèves ne veulent, comme si on en faisait trop, si vous voulez, on en parlait trop. Donc c'est la question du deux poids, deux mesures, par exemple? Oui, on peut l'entendre, et puis ça doit s'entendre aujourd'hui dans un certain nombre d'établissements, en effet. Mais heureusement, enfin, j'ai envie Mais de dire... est-ce que c'est massif ou s'agit-il de cas isolés, Alain Sexic? C'est comment dire, heureusement, ce n'est pas systématique dans tous les cours, mais ça n'est pas si isolé que cela. C'est un phénomène dont on parle depuis longtemps. En 2004, parallèlement aux travaux de la commission Stasi, qui a débouché sur la loi du 15 mars 2004, on pourra peut-être y revenir, qui là aussi arrive après toute une série de problèmes, de questions qui se sont faites jour à l'éducation nationale. Eh bien, en 2004, dans le rapport de Jean-Pierre Aubin, l'inspecteur général dont on parle beaucoup à nouveau aujourd'hui, il vient de sortir un livre fort intéressant, Les profs ont peur. Eh bien, à l'époque déjà, Jean-Pierre Aubin dénonçait ce genre de phénomène dans nos classes. Alain Sexic, alors effectivement, ça n'existait pas de notre temps. Jadis, il n'y avait pas ce type d'atteinte. Mais bon, lorsqu'on est jeune, on est là quand même pour faire les malins. Donc, on utilise tous les moyens qui sont à notre disposition pour embêter les adultes. Alors, à mon époque, par exemple, on était punk. Et donc, on avait toute une série d'attaques contre les adultes pour les choquer. Est-ce que ça n'est pas aussi... alors, on peut le déplorer, on peut le commenter, mais aujourd'hui, pour choquer les adultes, il n'y a rien de mieux que de mettre un camis ou une abaya. Oui, alors, je crois que si on devait ramener ce type de phénomène à sa seule dimension de fantaisie adolescente, on se tromperait lourdement. Lorsque les abayés... Fantaisie qui peut prendre des formes très radicales. Hein. Oui. On le voit, hélas, chaque jour, mais une manière de choquer, effectivement, le monde des adultes. Bien sûr, on peut avoir droit à cela, bien entendu, dans les classes, mais encore une fois, si vous prenez l'exemple de l'abaya, vous venez de citer, il faut savoir que la première fois que ces longues robes que tout le monde semble découvrir depuis un an ou plus dans notre pays, eh bien, était apparu dans un établissement scolaire, dans un lycée de Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis, en 2010-2011. Vous voyez, c'était la première fois que ça apparaissait. Et lorsqu'on demandait aux jeunes filles, lorsque la proviseure de l'établissement demandait à ses élèves, mais pourquoi portez-vous tous les jours ces robes? Pourquoi vous regroupez-vous dans la cour tous les jours? Même dame, c'est parce qu'on est musulmane. Voilà ce qu'elle répondait à l'époque. Après, le discours a été poli. Certains les ont conseillés en disant « mais c'est pas ce qu'il faut répondre. Il faut répondre, j'ai bien le droit. C'est mon droit de m'habiller comme je veux. » Eh bien, il faut savoir que lorsque ces jeunes filles, pour la première fois, portaient des abayas dans un établissement de Seine-Saint-Denis,
Qui y avait-il derrière? Il y avait des associations. Il y avait en particulier le collectif Cher Yassine, dissous depuis, qui était animé par Abdelhakim Sefrioui, qui est en prison maintenant et qui a joué le rôle funeste que chacun sait dans l'assassinat de Samuel Paty. Et c'est probablement cette différence qui est pointée entre les mouvements de mode jadis qui étaient là pour provoquer les adultes et les phénomènes auxquels on assiste. Alain Sexic, dans l'interdiction de l'abaya, il y a la visée donc de ces groupes que vous venez d'évoquer, le collectif Cheikh Yassine. Il y a aussi des gens qui sont candidement attachés à certaines formes de vêtements et qui, dès lors, peuvent considérer que c'est une attaque uniquement contre l'islam, que la laïcité est dirigée contre cette religion. Non, si on considère la loi de 2004, cette interdiction de l'abaya s'appuie sur la loi de 2004 qui prohibe dans l'enceinte scolaire les signes et tenues par lesquels des élèves manifestent une appartenance religieuse. Donc c'est au nom de la loi de 2004. Eh bien... cet abaya, excusez-moi, j'ai perdu le fil en faisant une digression. Le fait de considérer que finalement l'école, lorsqu'elle parle de laïcité, ne vise que l'islam. Oui, c'est ça. Donc je voulais dire que la loi de 2004 en particulier est à valeur générale, ne vise nullement un signe en particulier et moins encore une religion en particulier. La circulaire d'application de la loi du 15 mars 2004, qui a été promulguée le 18 mai 2004, énonce quels sont ces signes. Les kippas comme l'abaya ? Pardon ? Les kippas comme l'abaya ? Alors, les kippas sont nommés, bien sûr, dans la circulaire d'application du 18 mai, comme le foulard dit islamique, quel que soit le nom qu'on lui donne, ou une croix de dimension manifestement excessive. Voilà exactement ce qui était dit, à quoi nous avons rajouté le turban sikh et d'autres, et aujourd'hui, bien sûr, l'abaya et le camis. Alain Sexic, inspecteur d'académie honoraire et membre du Conseil des sages de la laïcité. On se retrouve dans une vingtaine de minutes. Vous serez rejoint par deux professeurs d'histoire-géographie, Camille Taillefer, Fabien Salès. 6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. 8h21, les enseignants ont-ils les moyens de lutter seuls contre l'obscurantisme responsable de la transmission des valeurs républicaines à nos enfants? Ils alertent depuis l'assassinat de Samuel Paty sur la dégradation de leur environnement de travail et demandent plus de moyens et de considération de la part de l'État. Nous sommes en compagnie d'Alain Sexic, inspecteur d'académie honoraire et membre du Conseil des sages de la laïcité, et j'accueille deux professeurs d'histoire-géographie, Fabien Salès, bonjour. Bonjour. Et ici même, dans ce studio, Camille Taillefer. Camille Taillefer, comment s'est déroulée cette minute de silence qui a été observée? Elle aurait pu l'être pour Samuel Paty, elle l'a été, hélas, pour Dominique Bernard de surcroît. Bonjour. Alors, cette réponse est compliquée parce que je n'étais pas dans mon établissement hier, donc je ne peux pas vous parler de ce qui s'est passé directement. Ce que les collègues m'en ont dit, c'est que c'était très bien passé, c'est-à-dire que le lycée dans lequel j'enseigne, le lycée Paul-Éluard de Saint-Denis, c'est 2000 élèves. C'est quand même un très gros paquebot. Oui. Donc 2000 élèves, presque 200 professeurs, des agents, tout le monde réuni en présence du député, du maire, du sous-préfet. Et les choses se sont passées extrêmement bien, m'a-t-on rapporté. Et j'ajoute que je n'en suis pas surprise. Voilà. Fabien Salès, même question. Comment cette minute de silence s'est déroulée? Avec beaucoup de gravité, de solennité également. Je suis dans un collège de 500, 600 élèves et nous les avons tous réunis dans la cour après avoir pris un temps d'explication en classe, justement pour expliquer pourquoi nous allions faire cette minute de silence. Et ensuite, nous sommes descendus et après un discours de notre principal, nous avons fait cette minute de silence qui s'est passée avec beaucoup de gravité et de solennité. Fabien Salès, parce que nous, ici, dans ce studio, on est plongé dans l'actualité, et notamment le conflit israélo-palestinien. Est-ce qu'il y a des échos de ce conflit dans votre établissement ? Des échos, des élèves viennent nous poser des questions, notamment aux professeurs d'histoire-géographie, bien sûr. Donc, nous avons forcément pris un temps pour faire un peu de contextualisation géographique, politique.
et expliquer un certain nombre de choses. En troisième, ils vont l'évoquer dans sa dimension historique au printemps, dans un chapitre. Donc, ça nous a permis de commencer à poser des choses, oui. Mais est-ce que c'est compliqué? Je veux dire, est-ce que on sent ce que nous redoutons, c'est-à-dire ce qu'on appelle une importation de ce conflit en France, qu'il y ait donc des clivages encore plus forts que ceux que l'on peut redouter, rencontrer chaque jour, Fabien Salès? Alors, dans mon établissement, non. Et à ma connaissance, je suis aussi secrétaire général de l'Association des professeurs d'histoire-géographie. Nous n'avons pas eu vraiment de remontée en ce sens. Un besoin d'explication de la part d'élèves, oui. Bon, ça, un besoin de formation des collègues, légitime. Oui, mais pas de cela. Même chose, Camille Taillefer, est-ce que il y a ce thème, d'autres thèmes qui posent problème? On en parlait il y a quelques minutes avec Alain Sexic. On évoquait par exemple ces périodes de l'histoire qui sont compliquées à enseigner. Par exemple, la Shoah, qui serait difficile à présenter dans certaines classes. Est-ce que ça renvoie à votre quotidien de prof d'histoire géo? Non, ça renvoie pas à mon quotidien de prof d'histoire géo. Et je voudrais ajouter que ce besoin d'explication, je trouve qu'il faut vraiment qu'on soit fier du fait que nos élèves viennent nous demander à nous des explications, parce que ça prouve qu'ils nous font confiance. Et je crois que votre introduction en disant les profs luttent seuls, en face de nous, enfin, ou contre nous, parfois, on a des moyens de communication qui sont d'une puissance incroyable. On a TikTok, on a Twitter X, on a YouTube, on a tout un tas de choses dont j'ignore les noms, qui sont là et qui sont en continu et qui déversent des choses plus ou moins vraies, toujours... tout à fait discutable en termes de contenu et voire parfois qui relève de la pure propagande. Mais vous pensez que les élèves les croient plus qu'ils ne vous croient? Eh bien non. Moi, ce que j'observe, c'est que les élèves viennent nous montrer les choses et viennent nous poser des questions et viennent nous dire « aidez-nous à comprendre ». C'est quand même assez incroyable. Qu'est-ce que vous avez comme exemple récent? Qu'est-ce qu'on vous montre sur TikTok, par exemple? Évidemment, je vous parle je rebondis sur votre question sur le conflit israélo-palestinien, parce que moi, ce qui s'est passé, en tout cas, dès le lundi ou le mardi, c'est que les élèves sont venus me voir en disant « on a besoin d'en parler, expliquez-nous, qu'est-ce qui se passe ?» Ce que j'observe aussi, c'est qu'il y a une connaissance qui s'est perdue. Quand j'ai commencé à enseigner il y a 20 ans, ils avaient des connaissances certes assez approximatives sur le conflit israélo-palestinien, mais ils en avaient. Là, ce que j'observe, c'est qu'ils en ont plus. Ils savent pas, en fait, ce qui se passe. Et donc, Mais même de manière très schématique, parce que lorsqu'on a des reportages, parfois, ce qui reste, c'est que c'est une sorte de guerre de religion. Il y a les musulmans d'un côté, les juifs de l'autre. Effectivement. Mais alors ça, on peut même pas parler de connaissances floues sur le conflit israélo-palestinien. C'est vraiment de la schématisation grossière. Mais ça peut suffire à créer des affrontements importants au lycée, au collège? Alors, en l'occurrence, mon expérience, c'est que ça ne suscite pas d'affrontement. Par contre, ça suscite une grande attente d'explication. Et là, ils nous obligent. Ils nous demandent d'être à la hauteur. Parce que, Camille Taillefer, vous avez beaucoup travaillé sur la laïcité. Vous avez fait un podcast que vous allez nous décrire dans quelques mots. Et justement, cette question de la laïcité, elle est parfois interprétée par des élèves musulmans, par exemple, comme un deux poids, deux mesures, l'idée que c'est... Comme une tyrannie, même, j'ai entendu le mot, comme une tyrannie. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Et le travail qui a été mené l'année dernière avec une classe de première, donc au lycée Paul-Éluard, me paraît tout à fait emblématique, enfin, disons... instructive. Alors, c'était quoi sur ce que c'est que le travail aussi en classe. Alors, en quelques mots, donc avec Irène Berelovitch et Marina Julienne, qui sont documentaristes radio, nous avons mené un projet pendant 1 an avec des élèves de première qui avaient choisi la spécialité, attention, acronyme de l'éducation nationale, HGGSP, Histoire, Géographie, Géopolitique, Sciences politiques, ce n'est pas contagieux.
Et donc, ces élèves de première qui avaient choisi d'avoir donc plus d'histoire géo, 4 heures par semaine, se sont retrouvés embarqués par leur prof d'histoire géo, c'est-à-dire moi-même, dans ce projet qui était de travailler à réaliser un podcast sur la laïcité telle qu'elle a été vécue dans un lycée de Seine-Saint-Denis, en l'occurrence le lycée Paul-Éluard. Je dois dire que moi, ce travail, il m'a passionnée parce qu'il m'a permis, dans le temps long de l'année, et dans le cadre de la classe, c'est-à-dire un endroit où on peut apprendre, c'est-à-dire aussi un endroit où on peut dire éventuellement des bêtises, mais où on va apprendre, de travailler sur ce qu'était la laïcité, la loi de 1905, et puis la loi de 2004 et la façon dont on se débrouillait avec la laïcité, puisque les élèves, après avoir regardé Chronique d'un été et entendu Marceline Loridan demander aux gens dans la rue « Comment vous vous débrouillez avec la vie ?», se sont dit « Mais finalement, comment vous vous débrouillez avec la laïcité, ça va être notre question ». Et ça a donné lieu à un podcast qui est en ligne, qui s'appelle Tenue laïque exigée, et qui montre, et il faut l'écouter jusqu'au bout, faites-nous... rendez hommage au travail des élèves. Ils partent. C'est vraiment un podcast qui montre le travail en train de se faire. Donc, On le trouve où? Parce que vous savez, on il le faut trouve dire. sur Arte Radio, on le trouve sur Spotify, enfin bref, on le trouve sur les plateformes de podcast Tenue laïque exigée. Les élèves partent en disant la laïcité c'est la tyrannie, et à la fin, spoiler. Divulgacher, Voilà, il faut dire. divulgacher, pardon. La laïcité, c'est la liberté. Et ben ça, c'est le travail d'un prof dans une classe, et c'est pas le temps de la réaction. Alain Sexic. Oui, c'est très bien. Moi, je ne connaissais pas l'existence de ce podcast. Je ne demande pas mieux que de le connaître. Et comme je n'irai pas chercher sur tous les noms que vous avez prononcés et que je ne retiens pas, je vous proposerai volontiers de venir le présenter devant le Conseil des sages prochainement. Avec plaisir. Alors, vous avez dit, nos élèves nous demandent des explications sur le conflit israélo-palestinien, etc. C'est une très bonne chose, évidemment. Mais moi, je mets juste en garde sur le fait que il se passe toujours des événements dans le monde, en permanence. Donc, les élèves seraient fondés à demander des explications à tout bout de champ sur tout ce qui se passe. Or, la classe, ça ne peut pas être le forum. On ne peut pas parler de l'actualité en permanence dans la classe. On est obligé de mettre ça à distance, précisément. Et c'est par les contenus d'enseignement, par des détours, par la littérature, etc., qu'on peut éventuellement faire comprendre un certain nombre de choses. Alors, bien sûr, quand il y a des événements particulièrement bouleversants, tragiques, qui concernent la planète entière, je me souviens du 11 septembre 2001, par exemple, on avait consacré un temps d'explication et de discussion avec nos élèves dans les classes. Encore faut-il que ce temps soit aussi limité. On ne peut pas passer son temps à parler de tout en classe. Qu'est-ce que vous en pensez, Fabien Salès? Vous êtes, vous aussi, professeur d'histoire-géographie. Oui, l'échange est très intéressant. Je voudrais déjà souligner d'entrée que si effectivement l'école est soumise à davantage d'attaques à l'encontre de la laïcité ou de certains contenus d'enseignement, c'est parce que justement le travail est fait sur le terrain, que les professeurs continuent à essayer d'ouvrir l'esprit des élèves, à leur apprendre des contenus, des connaissances, des méthodes, à leur expliquer les principes et les valeurs de la République. Ce travail est fait très majoritairement. Alors l'école de la République peut être critiquée, il y a des choses à s'améliorer, nous sommes les premiers à le dire, mais le travail est fait sur le terrain et c'est pour ça qu'il y a ces influenceurs qui essaient de lancer des challenges pour que des jeunes filles se prennent avec le voile en photo dans l'établissement, qu'on explique comment contourner la loi de 2004. Voilà. Donc ce travail est fait. Et effectivement, le podcast de Madame Taillefer sur la laïcité est extrêmement intéressant et notamment, il permet de faire toucher du doigt aux élèves que la laïcité n'a pas pour but de faire des croyants ou des non-croyants. Ça n'est pas le but de la laïcité. La laïcité a pour but à l'école de permettre aux élèves d'avoir un temps qui n'est pas soumis aux assignations religieuses, sociales, afin de pouvoir justement construire leur avenir, de pouvoir vivre ensemble et ensuite libre à eux de retourner vers une religion, celle de leurs parents, une autre ou de ne pas en avoir, mais ça c'est leur cheminement personnel, ce n'est pas l'école de le déterminer et un des enjeux c'est de faire comprendre cela aux enfants. C'est ce que la philosophe Catherine Kinsler, qui est membre du Conseil des sages, appelle la respiration laïque. Jean Lémarie.
La laïcité à l'école est toujours aussi un enjeu, un sujet d'affrontement politique très important, avec une très grosse pression mise sur l'école et mise aussi sur les enseignants, en particulier dans des périodes de crise comme celle que nous vivons. Vous, enseignants, qu'attendez-vous des politiques aujourd'hui? Camille Taillefer. Mais je crois qu'en fait, ce que j'attends, c'est qu'on me laisse faire mon travail. Et donc, effectivement, je souscris complètement à cette idée que la classe n'est pas un forum, c'est pas un endroit où les choses vont venir comme ça, arriver de toutes parts et puis nous demander une réaction immédiate parce que c'est l'inverse de notre travail et c'est l'inverse de l'éducation. Une classe, c'est un endroit où il se passe quelque chose de l'ordre du magique presque, hein, parce que c'est un endroit où on se retrouve dans un emploi du temps, à heure fixe. Et puis cette confiance qu'on arrive à tisser, elle se fait autour des apprentissages, elle se fait autour des programmes qu'on déroule et qu'on déroule avec nos élèves. Donc, je voudrais préciser ça. Ce podcast sur la laïcité, c'était une occasion de traiter un des 5 thèmes au programme qui est État et religion. Et donc, c'était pas du tout quelque chose pour parler laïcité parce que ce serait les politiques nous demanderaient ou la société nous sommerait de parler laïcité. C'était pas du tout ça. C'est vraiment l'objet d'un travail et un travail que moi, je pense efficace, c'est quand les élèves l'ancrent dans quelque chose. J'aime bien citer Jacques Berg qui dit à la question qu'est-ce que pour vous éduquer, il dit c'est former l'homme pour le rendre capable d'augmenter lui-même son poids spécifique. Alors voilà, mon travail c'est d'essayer que mes élèves puissent augmenter eux-mêmes leur poids spécifique. Mais Camille Taillefer, lorsqu'on dit que les étudiants peuvent se sentir seuls dans ce travail, ça veut dire que vous êtes en première ligne face à des élèves, entre les élèves, les familles et vous, il n'y a pas grand-chose. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment parfois de devoir vider la mer avec une cuillère ou d'avoir une tâche qui est beaucoup trop vaste parce que vous devez à la fois éduquer, Alain Sexic le rappelait, mais aussi socialiser, puisque la socialisation, si elle ne se fait pas à l'école, elle ne se fera qu'entre pairs et alors on ne fera plus société. Alors oui, oui, c'est vrai que parfois la tâche paraît énorme, aussi parce qu'on demande à l'école tout. On lui demande tout et l'école, elle ne peut pas tout. L'école, elle est dans une société, elle est traversée par les contradictions de cette société. Alors, comment je fais, moi? Je ferme la porte de ma classe, je regarde mes élèves comme mes concitoyens. Je me dis que c'est sur eux que repose l'avenir de cette société. Et du coup, ça me permet d'avoir confiance et j'essaie de la transmettre, cette confiance. Alors, ça peut paraître être de la naïveté, mais en réalité, c'est performatif. Il se passe réellement quelque chose dans les classes qui échappe au regard. Et c'est... Il faut y passer du temps pour constater à quel point les adolescents, dans leur grande majorité, en tout cas ceux que je côtoie depuis 20 ans en Seine-Saint-Denis, ils ont envie de faire société avec nous. Ils le demandent. Permettez-moi de vous raconter, voilà, cet été, je pars au Festival d'Avignon avec mes élèves, des secondes, des premières, terminales. Ils sont en option théâtre ou en spécialité théâtre, parce que nous avons la chance d'avoir une spécialité théâtre au lycée Paul Éluard. Nous partons en Avignon. Voyons des spectacles, ils découvrent le Festival d'Avignon. Aucun d'entre eux ne connaissait l'existence du Festival d'Avignon avant d'y arriver. Bon, nous sommes logés dans un internat d'un lycée jésuite qui est loué par les CMEA pendant le temps du festival. Vous allez voir, ça arrive vite. Nous sommes le 13 juillet, c'est l'anniversaire d'une de nos élèves. Elle fête son anniversaire, c'est la fête. Les élèves ont acheté des gâteaux. Voilà, c'est super. À minuit, mes élèves me disent « Madame, c'est le 14 juillet, c'est la fête nationale. » Et ils entonnent la Marseillaise. Et j'ai mes 25 élèves qui entonnent la Marseillaise. Écoutons-les sérieusement. Écoutons leur désir de faire partie de cette société. Qui leur raconte ça ?
Fabien Salès, vous avez les mêmes moments à raconter parce qu'on a l'impression à vous entendre, en tout cas à entendre Camille Taillefer, que c'est à la fois une tâche lourde mais aussi plein de moments de grâce, comme on dit à l'école. Camille Taillefer, au pied du Exactement, chef. même si c'est pas laïque. On s'est éloigné un petit peu des questions. Effectivement, Madame Taillefer a fait une réponse un peu longue. Je voudrais revenir sur la question Elle était des bien sa politiques. réponse longue. Oui, ah ouais, mais tout à fait. Mais la question d'avant était intéressante aussi. Je voudrais revenir sur la question des politiques. Et effectivement, il serait bien qu'on nous laisse travailler dans nos classes. Et surtout que quand on prétend défendre la laïcité, on ne l'instrumentalise pas en rajoutant des articles après laïcité, comme laïcité inclusive, on a eu beaucoup de déclinaisons, et qu'on travaille vraiment sur un débat public de qualité pour faire en sorte que nos élèves, par exemple, n'aient pas une vision déformée de la laïcité et une laïcité qui ne serait que punition, restriction. Alors, je vais vous demander une réponse plus longue, Fabien Salès, pour que vous développiez ce que vous venez de dire. La laïcité avec un mot en plus, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui vous agace, vous empêche de faire votre travail? Il n'y a pas besoin de rajouter quoi que ce soit au mot laïcité. Il suffit d'expliquer ce qu'est la laïcité, comme nous le disons, qu'elle est un vecteur d'égalité. Non, ça j'ai bien compris, mais vivre vous ensemble. visez qui ou quoi lorsqu'on rajoute quelque chose? Certains partis politiques qui utilisent ces expressions pour stigmatiser clairement une communauté, la communauté musulmane en l'occurrence. Or, dans les atteintes à la laïcité que nous connaissons, bien entendu, il y a des atteintes menées par des groupes islamistes ou des associations et autres. Mais ne faut pas oublier que, notamment dans certaines régions, on a aussi des atteintes parce que certains parents d'élèves refusent que leurs enfants aillent visiter dans le cadre d'un cours de MC une synagogue ou une mosquée. Vous avez vraiment ça? Donc il faut effectivement. C'est arrivé, oui. Nous avons eu des remontées de terrain en ce sens à la PSG. Est-ce que c'est véritablement massif ce type de choses? C'est-à-dire le fait d'avoir des parents donc qui sont extrêmement rétifs à la religion de l'autre, qui pensent que c'est contagieux? Ça se développe de plus en plus, effectivement, oui. Et lorsque nous avions une collègue tout à l'heure qui parlait du patient travail de déconstruction qu'elle avait à faire en lycée professionnel, nous aussi, lorsque nous expliquons un certain nombre de choses, notamment sur la laïcité ou sur ses contenus socialement vifs, eh bien, il faut faire ce travail de déconstruction en classe, mais nous savons très bien que les élèves reviennent chez eux, qu'ils peuvent entendre un autre discours, et il faut faire ce que fait tout enseignant, à savoir répéter et mener en permanence ce patient travail d'explication, de déconstruction. Et effectivement, comme le dit bien Madame Taillefer, ce discours paye, puisque effectivement, une grande partie de nos élèves y adhèrent finalement. Et c'est bien ce qui fait qu'un certain nombre d'obscurantistes, d'islamistes s'en prennent à l'école. Parce que effectivement, ce travail de vivre ensemble, nous le menons, ce patient travail d'explication, nous le menons, et il touche un grand nombre de nos élèves. Jean Lémarie. Cet appel à travailler tranquille, à laisser les professeurs et les élèves travailler tranquille, vous le relayez tous les deux. Est-ce que les politiques l'entendent? Camille Taillefer. Ah bah alors ça, je peux pas répondre. Je ne sais pas si les politiques l'entendent, mais en tout cas, c'est le moment. Anna Sexic. Oui, c'est le moment de le dire et de leur faire entendre. Moi, je voudrais revenir sur 2-3 choses qui ont été dites. Heureusement, il y a encore, et beaucoup, ils sont nombreux, vous êtes au moins 2 à en témoigner aujourd'hui, des professeurs extrêmement investis, très conscients de leur mission, très présents à leurs élèves. Et heureusement, comme vous le disiez, il y a par moment de vrais petits miracles dans la classe. Heureusement, on en a tous connu à un certain moment, etc. Mais vous évoquiez tout à l'heure, Guillaume Erner, la question de la solitude des enseignants. C'est aussi un fait réel. Et c'est d'autant plus difficile à supporter qu'on est un jeune enseignant, qu'on débute, qu'on manque sans doute d'abord d'expérience et puis de formation, quelquefois. Donc la question de la formation est assez centrale. Ce sont les mêmes, et on l'a beaucoup dit ces derniers temps, qui s'autocensurent, qui n'osent pas aborder un certain nombre de questions dans la classe. Ils ne font pas comme vous, Camille Taillefer. Ils se rétractent, ils ne répondent pas aux questions. Et certains ont peur, tout simplement. C'est le titre du dernier livre de Jean-Pierre Aubin. Alors je crois que
s'il y a une urgence aujourd'hui, et c'est sans doute le meilleur hommage que nous pouvons rendre à nos collègues qui ont été assassinés, Samuel Paty et Dominique Bernard, eh bien, c'est de se montrer collectivement plus fort que cette peur et d'avoir des réponses collectives. Par exemple, j'entendais Fabien Salès dire on a fait une minute de silence tous ensemble dans la cour. Il me semble que des moments collectifs de ce type sont tout à fait importants. Un mot de conclusion, Camille Taillefer. Oui, alors moi je pense qu'effectivement la question de la formation elle est centrale et je pense que plutôt qu'autocensure, j'aimerais parler de responsabilité. La parole du professeur dans la classe, c'est une parole qui doit être mesurée, qui doit être réfléchie parce qu'on est responsable de quelque chose et on est porteur d'une autorité. Et ça, peut-être que les jeunes enseignants, il faut qu'ils en soient absolument pénétrés. Et je dirais une dernière chose. Vous dites tout le monde n'est pas comme vous. C'est un travail solitaire et en même temps c'est un travail qui ne peut être fait que si on se sent soutenu. Alors soutenu par une société qui nous est reconnaissante de travailler à l'éducation de sa jeunesse et donc de tous les enfants de la nation, mais aussi soutenu beaucoup plus localement. Par exemple, en l'occurrence, faire un podcast sur la laïcité dans un lycée en Seine-Saint-Denis, ça n'est possible que quand une direction nous dit allez-y, parce que il vaut mieux parler que se taire. Et on le retrouve, votre podcast. Merci beaucoup. Camille Taillefer, merci. Fabien Salès, 2 enseignants donc en histoire-géographie à l'INSECSIC, inspecteur d'académie honoraire. Merci Donc, à vous. quelques secondes, le point sur l'actualité.